Bonjour à tous et merci de votre présence nombreuse pour cette conférence qui était clairement l'une des plus attendues de la journée. Point d'étape sur tout ce que le digital amène à la formation et à la dynamique de formation. Et je vous remercie, messieurs, d'être venus aborder ce sujet très attendu. Alors, j'ai deux patrons de learning de haut vol, et ça, c'est une blague pour vous, Jean-Roch Houllier, patron du learning et du digital chez Safran, et Franck Gaillard chez Alstom, et trois experts du digital. À mes côtés, Julien Maloran qui pilote le campus numérique de l'ESSEC, Charles Véraud qui dirige le cabinet Mercury International, qui développe le digital pour enfin attirer les commerciaux vers la formation, et Bidiz, un pure player du micro-learning, comme son pull l'indique. Merci Antoine. Oui, en plus j'ai zappé ton nom, ton ami. Donc voilà. Merci à tous. Vous le savez maintenant, puisque vous avez sans doute participé aux tables rondes précédentes, nous avons un outil qui vous permet de nous transmettre au fil de l'eau vos questions. L'équipe technique va vous afficher le QR code si vous ne l'avez pas déjà téléchargé pour que vous puissiez, avec votre téléphone, voilà, enregistrer vos questions. On me les signale, on va essayer de les traiter et on va démarrer sans trop attendre. Pour ce beau sujet qu'on a décidé de séquencer en 2 temps, le digital pour l'expérientiel et l'ancrage, et le digital pour l'interaction sociale. Et j'ai le plaisir, je vous remercie de vous être prêtés au jeu et d'avoir travaillé en amont, Franck et Jean-Roch. Ils vont vous présenter la façon dont ils abordent le sujet par l'image, puisque pour ce sujet c'est intéressant, dans leurs organisations. On va démarrer du coup le grand sujet de comment on utilise le digital pour les sujets d'ancrage et comment on suscite même l'émotion à travers du digital par vous, Jean-Roch. Je vois qu'on prépare derrière. Donc je remplis un petit peu. Mais du coup, je vais vous laisser la parole pour vous permettre de contextualiser ce qui s'apprête à suivre. Merci beaucoup. Écoutez, merci pour votre présence. L'idée, c'est de vous partager un dispositif qu'on a lancé il y a en fait déjà quelques années avec un ami, un collègue qui est dans la salle, Mourad Larabe, je le regarde. Bonjour Mourad. Et on avait envie de créer un dispositif d'apprentissage immersif. C'est un long boulot parce qu'on en parlera en détail après, il y a tout un travail logistique derrière qui n'a pas été simple. Et donc ce dispositif, en fait, on l'utilise aujourd'hui dans le groupe Safran pour travailler sur en particulier la cohésion d'équipe et la gestion du stress. Et on vous propose, juste pour démarrer, une vidéo en fait, qui est celle qu'on propose à nos collègues quand l'aventure démarre. C'est la partie immersive des apprentissages. Alors là, quand elle démarre, en fait, on est dans une salle sombre et on est tous équipés de tenues, si je ne dis pas de bêtises. Oui, en fait, donc visualisez ça, s'il vous plaît. Découvrir la vidéo, puis vous explique la mécanique derrière. Donc on peut lancer la vidéo.
Et voilà, on en est où de l'émotion là pour ancrer les messages qui vont suivre. Voilà, dans le rôle de Tom Cruise, Jean Recoulier. Alors, le dispositif qui est derrière, maintenant, si on peut avoir juste une planche pour vous montrer les objectifs. Alors voilà, ensuite, on va contextualiser un peu tout ça. Pourquoi on fait ça, Jean Voilà. Roch ? Alors, on a pris déjà l'avion, parce qu'on en parlait tout à l'heure avec mes collègues, ça coïncide avec l'univers en fait, de l'entreprise où je me trouve. Ça a coïncidé d'ailleurs également avec Thales. Donc, en fait, l'avion permet à nos collègues déjà de se projeter, puisqu'ils connaissent souvent les produits qui sont dans les avions. Là, on vole en Mirage, on peut voler en Rafale, on sera bientôt sur des bombardiers d'eau. Donc, on profite aussi du contexte technologique pour faire une jonction avec l'entreprise et les produits de l'entreprise. En l'occurrence, pour Safran, les moteurs en particulier de l'avion. Ensuite, on profite du contexte immergé pour capter une attention qu'on n'aurait jamais captée aussi bien ailleurs, dans d'autres circonstances. Vous allez bientôt voir les photos de la transition entre ce monde réel et ce qu'on en fait quand on est, je dirais, en vol immersif. Et surtout, on fait passer un certain nombre d'objectifs pédagogiques, vous les avez ici. On travaille beaucoup en fait, sur la connaissance de soi. On travaille également, bien sûr, sur tout ce qui est conduite de mission, sur la coopération, la communication, qui est un sujet extrêmement utilisé pendant la simulation. Par exemple, on travaille beaucoup sur l'effet tunnel, que connaissent très bien les pilotes de chasse. À un moment donné, on n'entend plus les communications, on passe les lignes ennemies sans écouter la communication qui nous prévient, par exemple, que la DCA va s'activer. Donc on travaille en fait sur tous les modèles qu'on peut transposer aussi du monde de l'avion et du monde militaire sur des objectifs pour nos managers et nos leaders qui touchent soit de la connaissance de soi vers la communication vers les autres, et puis aussi la synthèse, l'art de synthétiser. Donc vous allez voir comment on a monté les deux ateliers. Il y a un atelier de commandement pour 6 personnes, c'est une cohorte de 12. 6 personnes qui vont plutôt être en pilotage de mission, en donnant des instructions à 6 collègues qui, eux, sont dans leurs avions respectifs. Et le point intéressant, et c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de temps à le monter, c'est qu'on vole collectivement. Il y a donc 6 personnes en vol simultanément qui peuvent converser dans les avions. Ça, c'est un point souvent pas évident à résoudre en immersif, où on est souvent tout seul sur un simulateur. Donc il fallait trouver une solution où on puisse avoir finalement les 12 personnes actives, 6 en mode de commandement, 6 en vol, sur une durée d'à peu près 4 heures, avec un principe d'alternance sur les missions. Maintenant, si on va, je ne sais pas si je peux passer là, on peut me passer là, voilà, les planches suivantes, ça on va les passer, je voudrais juste montrer les photos. C'est moi. Si tu peux passer. Ok, voilà. Donc, l'installation du dispositif, c'est d'un côté toute la partie commandement, où on reçoit en fait les stagiaires. Ce qu'on a fait également, c'est qu'on les a mis en combinaison. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment immergés. On a travaillé aussi un logo avec lequel ils repartent, qui est sur l'épaule, comme pour les pilotes de chasse. Et puis pour crédibiliser cet environnement-là, surtout ce qui a été, je pense, assez décisif, c'est que vous avez donc les cockpits, donc 6 au total, dans lesquels ils vont pouvoir après monter pour la partie vol, pendant que les autres sont en mode commandement et conversent avec les pilotes qui sont, eux, dans les cockpits. Ce qui est intéressant aussi pour crédibiliser l'expérience, c'est que tout ça est monté entre Safran et d'anciens pilotes de chasse, d'anciens militaires qui sont à nos côtés, qui crédibilisent le scénario, surtout le scénario de commandement. Là, on a un général qui est avec nous, qui crédibilise vraiment ce qu'on vit également dans le mode militaire quand on est en terrain réel, et toujours avec une transposée bien travaillée sur ce qu'on peut en tirer dans le domaine professionnel. Donc en particulier, tous les outils qu'on récupère, on a des synthèses qui sont proposées à nos managers avec lesquels ils peuvent repartir. On a fait un travail de transposition qui n'était pas évident au début pour tirer des leçons qu'on peut vivre dans le monde, je dirais, professionnel. Donc vous avez une partie salle, et une partie vol qui est de l'autre côté, si j'arrive à revenir. Voilà. Et vous avez donc la partie des collègues qui sont en vol, donc ils sont vraiment immergés, complètement immergés dans l'avion. Et c'est vrai que c'est prenant, c'est-à-dire qu'on a vraiment une belle illustration de ce qu'est une pédagogie d'apprentissage immersive. Les retours, c'est vraiment qu'on a le plus, c'est d'être pris dedans. Là, on ne peut vraiment pas en sortir. On ne peut pas sortir un téléphone mobile. C'est le travail sur soi aussi qui est surprenant, qui remonte le plus dans les premiers commentaires qu'on a pu avoir sur les sessions Safran. Et surtout, c'est la dimension collaborative de la mission qu'on n'aurait peut-être pas eu facilement sur certains dispositifs immersifs, où une fois de plus, on peut se retrouver tout seul. Donc ça, c'est important pour nous dans le scénario. Et enfin, vous dire aussi que derrière, la création logistique d'un tel scénario a été très complexe pour justement gérer 12 personnes avec les simulateurs et arriver à avoir un fil rouge qui tienne sur 4 heures. Ça a été aussi un gros travail de conception.
C'est comme une formation en situation de travail grâce au digital. Oui, en fait, on se sert vraiment du digital pour immerger les gens. Et puis aussi, vous voyez qu'on est aussi de retour dans le présentiel. Ça envoie un message qui est qu'il n'y a pas qu'un numérique distant, il peut y avoir aussi un numérique dans le temps présent. On utilise vraiment la brique numérique pour s'immerger, mais l'humain est derrière. Les messages, les briefings qu'on peut faire avec les pilotes de chasse, ça, c'est vraiment l'humain. Et les gens attendaient aussi de se retrouver physiquement. Donc je pense qu'on a un bon compromis là. Merci Jean-Roch. Charles, je vous laisse la parole pour peut-être rebondir, commenter si vous en aviez envie, voir les parallèles que vous pouvez faire avec ce qu'on peut faire pour des formations, ma foi, beaucoup plus traditionnelles au début, où on ne s'imagine pas forcément, quand il s'agit de former des cohortes de commerciaux, qu'on a besoin d'arriver à ces outils-là, mais en même temps sur tout ce qu'a dit Jean-Roch, sur le digital distant et le digital présentiel, la place du présentiel encore, et sur quoi aujourd'hui, après toute l'expérience et l'accélération due à la période de crise sanitaire, vous mettez l'accent quant au digital pour toucher ces populations commerciales. Oui, merci. Et on pourrait se poser la question, moi je me mets à la place, je me dis mais c'est quoi le rapport entre un organisme qui forme des commerciaux et ce qu'on vient de voir ? En fait, on va parler de pédagogie, puisque c'est vraiment ça le sujet aujourd'hui. Le digital, c'est un mot qui existe depuis pas mal d'années. Et il y a une première conviction qui est la nôtre, c'est que le digital tout seul, ça ne suffit pas. Jean-Roch l'exprimait. Il y a une impulsion qui est donnée, on a une immersion, mais derrière, il y a tout un accompagnement. On le verra d'ailleurs avec Antoine derrière. Je pense que chez Mercury International, on est devenus des architectes. C'est-à-dire qu'on combine différents leviers digitaux avec un sens qui est le héros de l'histoire, c'est l'apprenant. Le héros de l'histoire, ce n'est pas le patron de l'entreprise, ce n'est pas le manager qui a décrété une formation pour ses commerciaux. Le deuxième, c'est passer d'une obligation à apprendre. Il y a encore 3-4 ans de cela, on convoquait les gens, le fameux save the date dans l'agenda. Et puis, vas-y, c'est important. Et puis après, on ne posait pas la question de qu'est-ce que tu vas mettre en place, mais en gros, comment ça s'est passé. Aujourd'hui, ça s'est vraiment accéléré, cette révolution, cette évolution du digital, et elle nous permet justement de répondre parfaitement aux commerciaux au travers de différents leviers digitaux. Pourquoi ? Parce qu'un commercial, il a en moyenne 24 minutes par semaine pour apprendre, pas plus. Donc quand vous mobilisez 3 jours de commerciaux, vous avez les managers commerciaux qui vont vous expliquer qu'ils ont perdu de la productivité commerciale. Vous avez les commerciaux qui vont vous expliquer que le téléphone n'arrête pas de sonner, ils n'ont pas eu le temps de traiter les mails, ils ont perdu des affaires. Donc d'apporter par segment, par micro-touche, que ce soit en réalité augmentée, que ce soit en immersive learning ou que ce soit tout simplement par des contenus de type vidéo, texte essentiel, c'est la bonne réponse. Pourquoi je disais, je terminerai là-dessus, qu'on est des architectes ? Tout simplement parce que notre rôle, moi je ne crois plus dans le mot formateur, je crois dans le rôle de facilitateur. D'abord avec le client, pour l'aider à faire le lien entre des situations visées et des parcours qui vont permettre d'accompagner les gens dessus. Et le dernier, le facilitateur pour l'apprenant, c'est de l'accompagner de manière guidée pour ne pas le laisser en toute autonomie. Et vous avez constaté aussi sur la notion d'ancrage un impact très fort du développement des outils digitaux. Par rapport à la formation traditionnelle, on avait 8 à 10% d'ancrage au bout de 3 à 6 mois dans des formations traditionnelles ou dites classiques il y a 3 ans. Aujourd'hui, on mesure qu'on peut arriver à un taux d'ancrage d'à peu près 50-60%, un petit peu régulièrement, bien accompagné. Merci Charles. Julien, alors l'immersif, ça se passe en mode safran à l'ESSEC sur le campus numérique. Quelle est la philosophie d'immersivité, comment on dit ? De classe immersive. Comment vous l'accompagnez, comment vous l'avez conçu ? Merci. Alors on n'a pas de simulateur, on réfléchit à ce type de métaverse, donc on pourra, j'imagine, en parler tout à l'heure. Mais en 2018-2019, on a réfléchi à la création de ce qu'on appelle le campus numérique augmenté de l'ESSEC, où l'enjeu principal, c'était non pas de développer des MOOC, parce que ça, on en développe tous, on en a tous suivi, plus ou moins, avec des taux de succès ou des taux, de complétude plus ou moins élevés, mais c'était véritablement de se dire comment est-ce qu'on peut répliquer l'expérience qu'on a quand on est sur un campus. Et quand on va à l'ESSEC, comme dans d'autres écoles, ce qui est finalement le plus important, et c'est un prof qui va le dire, c'est pas tellement les cours, c'est tout ce qui se passe en dehors des cours. C'est ce qui se passe dans les rencontres avec différents intervenants, c'est ce qui se passe dans les événements de networking, c'est toute la mise en relation entre tous ces petits points, que ce soit de contenu, que ce soit de rencontres, que ce soit de choses tout à fait fortuites parfois, de projets associatifs, de projets de création d'entreprise. Et donc le véritable enjeu pour nous, c'était de se poser la question, comment est-ce qu'avec les outils du digital actuel, on va pouvoir répliquer ou créer un campus qui va faciliter cette immersion et cette expérience, cette notion d'expérience. Donc pour cela,
Bien sûr qu'on s'est doté d'outils digitaux, bien sûr qu'on a réfléchi à des logiques apprenantes, mais on a surtout étendu, je dirais, l'appareil pédagogique. Pareil, je pense que le terme d'architecte est très juste, à savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus simplement des profs, il y a ce qu'on appelle des coachs académiques. Des coachs académiques, c'est des gens qui vont vous accompagner dans votre tutorat, dans votre projet d'entreprise, que ce soit de start-up, que ce soit associatif ou autre, qui vont véritablement vous accompagner au quotidien. Ça veut dire qu'on ne va jamais vous laisser seul. Et donc ça, c'est un premier élément de coach académique, donc c'est par rapport à l'expertise métier transversale. Et ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle les community managers, qui sont, avant on les appelait les chargés de programme, maintenant on les appelle des community managers, qui sont en charge de l'engagement, et toujours s'assurer que l'engagement est là, à travers ce qu'on appelle des random coffee, c'est-à-dire qu'on va essayer de faciliter l'interaction entre les apprenants. Et ça, c'est quelque chose qui prend bien plus que si on laisse quelqu'un seul, face à son écran, face à ses capsules vidéo, aussi courtes soient-elles. On se rend compte que ça ne marche plus, les logiques descendantes d'apprentissage. Donc il faut toujours être dans l'interaction, toujours être dans une communauté d'apprentissage. Et ça, aujourd'hui, les outils permettent un certain nombre de choses, mais je pense que ces outils doivent être accompagnés d'un maximum d'interaction humaine. Même si cette interaction humaine, elle est bien sûr intermédiée par la technologie. Donc c'est un des éléments de réponse pour nous. Ok, merci. Merci Julien. Antoine, peut-être sur l'apport du micro-learning ou du social learning sur les enjeux d'ancrage et comment aujourd'hui on aborde les choses chez Bidis là-dessus. Jean-Roch nous a montré une formidable expérience en présentiel. On peut avoir des présentiels super bien faits qui vont engager les collaborateurs, qui vont provoquer une réelle expérience. L'idée, c'est comment on va prolonger ça dans le temps, comment on va ancrer les connaissances, comment on va faire revenir un apprenant sur une solution distancielle pour ancrer ces connaissances-là. Donc ça va passer au travers de différents points. La cohérence avec ce qui a été vécu en présentiel et ce qu'on va pouvoir ajouter dans le distanciel au travers par exemple de la gamification. Jean-Roch parlait d'un petit logo qu'on colle sur sa veste, on va pouvoir le reprendre et le faire évoluer cette fois en distanciel sous forme d'avatar et faire évoluer cet avatar au fur et à mesure de son expérience. Donc déjà en fait cet aspect d'ancrage il passe déjà par l'engagement. Comment je vais faire venir l'apprenant sur une solution d'ancrage. Après sur de l'ancrage, le format va être important. Nous, on passe beaucoup de contenus de formation au travers du micro-learning. Donc, c'est des contenus de formation qui vont être très granularisés, très dynamiques, qu'on va pouvoir ouvrir sur un moment où on a du temps pour se former, comme sur un moment où on a besoin de la formation, au moment présent, sur le terrain, un moment où on va nous demander une information. Et l'idée, c'est de pouvoir retrouver ces informations très facilement. Donc c'est soit on va ancrer ses connaissances soi-même en retrouvant les formations, soit on va nous faire des rappels au travers de notifications. On a des campagnes qui vont permettre de relancer l'utilisateur sur sa formation. Et en fait, c'est de faciliter l'accès à la formation après le présentiel. Aujourd'hui, on sait que les apprenants vont d'eux-mêmes aller chercher cette information, vont d'eux-mêmes aller se former. On le voit au travers des réseaux sociaux. On va aller chercher une information sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ces réseaux sociaux, ils ont des cours en ligne, la possibilité de poster de la vidéo, des événements, plein de choses qui vont nous permettre d'aller chercher une information bien précise. C'est la même chose sur YouTube. Pourquoi on ne met pas ça au service de la formation ? Cette possibilité de venir chercher une information à l'aide d'un mot-clé, d'une catégorie. Après, là, ça nécessite au service formation, justement, de venir étoffer ces contenus et d'avoir un maximum de modules pédagogiques d'informations qui va s'y trouver derrière. L'idée, c'est de tout centraliser à un seul et même endroit et d'avoir une solution qui suive l'expérience dont on a pu parler auparavant. Franck, peut-être vos commentaires sur le sujet de l'immersion, peut-être. Vous avez sans doute les mêmes enjeux sur vos types de formation à vous. Et en réaction à ce qui a été dit à ceci, puis après on passera à votre propre démo. Très bien, ouais. Alors, effectivement, on arrive tous à la conclusion que c'est une affaire de design, où on va proposer des expériences de formation aux collaborateurs qui seront mixtes, avec pourquoi pas du présentiel, de la classe virtuelle, et pourquoi pas de l'utilisation de la réalité virtuelle. Mais alors,
il se trouve quand même, et il y a une part de nouveauté dans le recours à ces technologies immersives, c'est qu'il y a une efficacité qui est assez redoutable quand on passe dans un mode de réalité virtuelle pour certaines parties de formation, puisque si on compare, c'est le résultat d'une étude de PwC en 2020, une formation de 2 heures peut être remplacée par une formation en réalité virtuelle de 30 minutes. Bon, c'est dans des conditions particulières et qui peuvent être explorées dans le cadre de l'étude, mais en tout cas, on voit bien que c'est intéressant d'optimiser son activité de formation, de la rendre plus efficace par le recours à la réalité virtuelle. Et les neurosciences l'expliquent, c'est-à-dire qu'en fait, on sait que cet impact amplifié de la réalité virtuelle est dû à plusieurs raisons, 3 en particulier, et comme on a pu le ressentir déjà à l'amorce de la présentation de Jean Roch, c'est d'abord l'émotion. C'est-à-dire que quand il s'agira de se rappeler de quelque chose en situation opérationnelle, le fait de revivre la même émotion, de ressentir la même émotion, va rappeler les choses à l'esprit et les actions à mener beaucoup plus rapidement. Il y a un effet de contexte qui est que ce qu'on apprend dans un environnement qui est proche de l'environnement dans lequel on sera pour le restituer, on le saura beaucoup mieux, on saura beaucoup plus facilement le remettre en action au moment de réaliser les opérations. Et puis l'action elle-même, c'est-à-dire qu'en fait, si vous apprenez en agissant pour réaliser des tâches similaires dans l'action réelle, vous le saurez encore mieux le restituer et le réaliser dans l'action opérationnelle. Donc on voit bien qu'il y a dans le recours à ces technologies immersives une amplification de l'impact de l'action de formation, de développement. Donc évidemment c'est un élément dont on veut tirer parti. C'est aussi quelque chose qui existe quand même depuis quelques années. On pourrait aussi dire la réalité virtuelle, les technologies immersives, c'est quand même quelque chose qui est assez répandu dans ce qu'on a pu voir jusqu'à aujourd'hui en matière de formation, mais c'était quand même assez confidentiel. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouviez avoir ça, un équipement de réalité virtuelle sur un site, et puis 2-3 personnes qui s'en servent, sans pour autant que l'ensemble des collaborateurs puissent y avoir accès. Donc il y a aussi, dans les évolutions les plus récentes, une forme de démocratisation du recours à ces technologies, quand on sait que, par exemple, un Oculus Quest va coûter moins cher qu'un smartphone Apple, et que c'est à la portée de beaucoup de foyers, finalement, aujourd'hui, d'accéder à ces technologies. Merci Franck. Alors on va poursuivre sur l'exemple d'Alstom qui a une particularité, c'est que vous avez récemment utilisé beaucoup le digital et le learning pour favoriser l'intégration de Bombardier. Et donc le sujet des interactions sociales, c'est même la découverte sociale qui a été faite au travers de vos programmes digitaux, enfin la découverte des équipes qui rejoignaient le nouveau groupe. Et je vous laisse peut-être un mot de contexte là-dessus pendant que les équipes techniques préparent les premières vidéos de présentation d'Alstom. Oui, alors l'université corporate d'Alstom, elle a été remise en place en 2016 avec un enjeu qui était d'accompagner le business, et en particulier la croissance du business. C'était une situation historique un peu particulière. On se trouvait pure player dans le domaine du transport, exposé à une compétition très dynamique. Il fallait être très innovant, rapide. Et on savait qu'on allait avoir besoin de croître très vite. Donc il fallait être capable d'accompagner cette mise à l'échelle des activités du groupe au travers des actions de développement. Et donc évidemment, comme il fallait être agile, comme il fallait être inclusif, au sens où il fallait s'adresser à des dizaines de pays qui utilisent différentes langues, il fallait être digital pour véhiculer des actions de formation. Donc on a mis en place un écosystème digital qui nous permettait, en utilisant le fameux concept Atawada, Anytime, Anywhere, Any Device, Any Content, en gros que depuis n'importe où, n'importe qui puisse accéder à un contenu à n'importe quel moment et au travers de n'importe quel type de contenu, incluant pourquoi pas de la réalité virtuelle. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, ça nous a permis justement d'accompagner cette évolution de l'entreprise au fil du temps. Donc, si vous passez à la slide suivante, on va voir d'ailleurs avec quelques chiffres qui reflètent d'une part l'évolution des personnes formées, avec les barres bleues, et le nombre de pays dans lesquels on déploie des formations, qui est la courbe rouge. Et ce qu'on voit, c'est que cette croissance, elle a pu prendre une forme exponentielle parce qu'elle accompagnait justement cette évolution de l'entreprise qui était faite de croissance externe. On a racheté justement, comme Marie-Hélène le signalait, Bombardier Transport, ce qui a fait doubler la taille de l'entreprise en février 2021.
Et vous voyez aussi que dans les périodes difficiles du Covid, le nombre de personnes, et si on avait les chiffres sur les heures de formation, on continuait à évoluer d'une manière conforme aux pratiques habituelles, sans qu'il y ait de décroissance ou de chute d'activité due au Covid. On était un peu protégés, prémunis contre le Covid, et surtout on a pu embarquer dès les premiers jours de l'intégration, dès le Day One en février 2021, tous les collaborateurs du nouvel ensemble, Bombardier plus Alstom. L'inconvénient, c'est que le recours au digital ne nous a pas permis, notamment en période de Covid, de traiter de certaines conditions, des formations très techniques, manipulation d'équipements techniques, et des événements qui étaient plus sociaux, qui demandaient des formations avec des interactions sociales, où on pourrait être dans la création de liens, de relations interindividuelles. Et on a choisi de tirer parti de technologies de type immersive, métavers, en l'occurrence avec une solution qui s'appelle Virbela, pour organiser un événement annuel au profit des formateurs du groupe, qu'on appelle les Trainer Days. C'était en juillet 2021. On a une petite vidéo qui illustre ce qui s'est passé. Ça, c'est un petit concours, Franck. Alors, c'est un petit peu saccadé, mais ce qu'on voit, c'est que chacun pouvait vraiment développer ce sentiment de faire partie de l'événement, en se reconnaissant, en se projetant dans son avatar, qu'il pouvait personnaliser d'ailleurs à volonté. C'était l'occasion d'organiser des formations, notamment des formations de formateurs, pour préparer les formateurs à utiliser cet environnement pour animer eux-mêmes leur formation. Et donc on était dans une situation qui a été extrêmement appréciée par les participants, à l'occasion et à la suite duquel ils ont partagé dans les réseaux sociaux l'expérience qu'ils avaient vécue, le plaisir qu'ils avaient eu de participer à ça, jusqu'à la danse en soirée sur la plage avec le feu d'artifice dans le fond. Des avatars, la danse des avatars. Oui. Alors je ne sais pas ce qu'ils faisaient de leur côté, mais j'imagine qu'effectivement ils étaient sagement derrière leur bureau. Tu avais une autre vidéo qu'on lance ou... Oui, alors juste 2 mots Okay. avec la slide suivante. Sur l'écosystème en place pour recourir à la réalité virtuelle chez Alstom dans le cadre des plateformes qui nous ont permis justement de déployer à l'échelle des actions de formation. Est-ce que vous pouvez présenter la slide suivante ? Voilà, merci. C'est bon. Donc, il se trouve que rendre la réalité virtuelle accessible à l'ensemble des collaborateurs de la société, 75 000 collaborateurs partout dans le monde, on a réussi à le faire sur des sujets comme le HS, l'intégration, les opérations, les visites virtuelles, les négociations, le bien-être, parce que ça touche aussi à la relaxation, apprendre à respirer, des choses comme ça, au travers d'une plateforme qu'on a mise en place avec Uptel, donc vous avez dû voir comme partenaire sur l'événement, qui est typiquement conforme à ce que je vous décrivais au départ. Atawadak, accessible depuis n'importe où, n'importe quel lieu, avec n'importe quel appareil, une tablette, bien sûr un casque de réalité virtuelle, un smartphone et autres. Et c'est à base de photos 360 interactives, vidéos 360 interactives, et donc qui apportent tous ces effets de contextualisation, d'action, d'émotion. Mais pour l'aspect purement social, on est dans cette démarche d'aller plus loin encore dans le recours aux technologies virtuelles pour créer ce lien entre collaborateurs et créer ces interactions qui nous amèneraient à une situation telle que, bien qu'on soit à distance, on soit vraiment dans une relation interpersonnelle directe. Et c'est ce qu'on va voir avec la vidéo suivante. Vous pouvez imaginer des personnes qui sont connectées depuis différents pays dans le monde. Là, en l'occurrence, ils étaient dans la même pièce, mais le principe est que ça fonctionne par Internet. Et donc, en utilisant les casques, on se trouve immergé dans un monde virtuel, depuis lequel
on anime des formations, on anime des réunions, on partage des vidéos, on manipule des objets, comme si on était ensemble dans la même pièce, avec des avatars qui ressemblent vraiment à ses interlocuteurs, avec la bouche qui bouge quand on parle, etc. Et ce qui permet justement de recréer ce sentiment d'être vraiment présent dans le même lieu alors qu'on ne l'est pas du tout, mais sans quasiment faire de différence avec une situation où on serait dans la même pièce au même moment pour une réunion. Et on voit qu'on peut utiliser des modèles 3D, donc ensuite les manipuler et aborder des sujets plus techniques si nécessaire. Tout ça aussi dans une logique un peu Atawada, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'avoir forcément un casque de réalité virtuelle, on peut, même si l'on n'a qu'un PC, participer à l'événement. Donc voilà des technologies qui permettent aujourd'hui de le faire. Et là où on pourrait se dire aujourd'hui, il n'y a plus de pandémie, revenons en arrière, faisons comme avant. La logique est plutôt différente chez nous aujourd'hui, c'est plutôt de dire recourons encore davantage à des technologies encore plus efficaces pour faire les choses à distance, parce que c'est une question de responsabilité. C'est-à-dire c'est une question de responsabilité en termes de coût. C'est colossal, la différence entre les formations à distance et les formations présentielles. C'est une responsabilité en termes d'environnement, d'empreinte carbone. 85% de nos formations sont délivrées par des experts internes qui, auparavant, faisaient le tour du monde pour aller former leurs collaborateurs dans les autres pays du monde. Et puis c'est aussi une responsabilité vis-à-vis des employés. C'est-à-dire que c'est une condition de fidélisation. Les collaborateurs aujourd'hui, et en particulier nos experts, se lassent de devoir faire ces déplacements partout dans le monde et trouvent très confortable de pouvoir animer des formations depuis leur salon. Je vous bouscule un peu, Franck, mais pardon, j'ai un œil sur la montre. Désolée pour ça. Merci beaucoup d'avoir partagé ces exemples. On n'a pas vu votre avatar à vous, mais bon. Vous y étiez ? Je ne vous ai pas reconnu. Antoine, donc, là, c'est un exemple qui est très parlant, puisque ce n'est pas un suivi de l'interaction sociale qu'on fait grâce au digital, c'est qu'on va la générer, on va permettre la découverte de deux univers directement au travers de ce monde virtuel. Vos commentaires sur cette approche et ce que permet le digital sur l'interaction sociale. On voit quand on parle de social learning, on n'est pas uniquement sur du distanciel. Là, on a vu qu'on pouvait le faire à la fois ensemble dans la même pièce, à la fois à distance. Nous, je vais vous raconter un petit peu de la manière dont on le fait avec nos clients. Je parlais tout à l'heure d'engagement sur la solution. Cet engagement, il va commencer souvent dès l'onboarding du collaborateur sur la solution. On travaille aujourd'hui avec de nombreuses entreprises qui vont utiliser leur solution de learning global dans le cadre de l'onboarding aussi. C'est-à-dire qu'ils vont ouvrir la solution avant même l'arrivée du collaborateur dans l'entreprise. Donc l'expérience, elle commence là. Et le premier jour, c'est là où on va commencer à intégrer du social learning, des interactions entre collaborateurs. Ça peut être sur du présentiel avec des jeux de pistes. On a eu des scans de QR code qui amenaient le collaborateur dans le bureau du DRH, de son responsable pour avoir des informations, déclencher face à lui une battle, un challenge qui va pouvoir se poursuivre sur le long terme par la suite. Donc ça peut être un challenge en one-to-one comme à 100 000 si on veut dans les grands groupes. Donc on peut faire des choses vraiment très importantes qui vont amener à cette interaction sociale. Donc là on est vraiment sur la base, sur le côté challenge. On va pouvoir pousser les choses encore plus loin. Je parlais tout à l'heure, encore une fois, de réseaux sociaux, là où on va pouvoir aller chercher de l'information, interagir avec les autres et partager. Encore une fois, on va pouvoir créer des liens avec ces réseaux sociaux pour les mettre au profit de l'apprentissage. Aujourd'hui, tout le monde, presque ici dans la salle, a un compte LinkedIn. La plupart ont un compte Facebook. Les plus jeunes ont peut-être un compte TikTok ou Instagram. L'idée, c'est de reprendre ces mêmes mécanismes, des mécanismes qui fonctionnent, qui nous font retourner sur l'application très souvent. Donc, nous, ce qu'on voit chez nos clients et comment on va le mettre en place, c'est donner la possibilité d'interagir et de partager des choses. Je suis sur le terrain, j'ai une bonne pratique à partager. Où est-ce que je la partage ? Je la partage sur WhatsApp, par message, par Slack. En fait, on va avoir une information qui va être vachement dispersée et on aura du mal à la retrouver. Si on fait ça dans la solution de learning, l'idée, c'est de pouvoir partager au sein même de sa communauté ou de manière plus globale et de retrouver ensuite cette information très facilement à l'aide d'une catégorie. Et en fait, ça va valoriser aussi les compétences du collaborateur qui va partager son savoir-faire
Le collaborateur en face qui va retrouver le contenu de formation, il va peut-être le partager à un autre collègue. Il va également venir liker. Le concepteur ou le formateur à un plus haut niveau, il va repérer ce qu'on appelle un tips chez nous, un petit contenu de formation généré sur la solution. Il va reprendre ce tips et le publier dans un contenu de formation plus global. Et en fait, ça va faire une boucle comme ça, où on va pouvoir même, au travers de ce social learning, décentraliser la création de contenu. On va décentraliser la création de contenu, l'amener sur le terrain, aux quatre coins du monde, bénéficier du savoir-faire des collaborateurs pour capitaliser dessus et en fait faire en sorte après d'homogénéiser la formation, partager les meilleures pratiques, partager peut-être au contraire ce qui n'est pas bon à reproduire. Et pour finir, on va pouvoir même augmenter encore une fois l'expérience présentielle. On l'a vu chez des clients comme la RATP, un autre style de train, Franck, mais on va avoir des formations présentielles où voilà, on va nous montrer comment réparer peut-être une machine à ticket de métro. On va nous montrer voilà, plein de manipulations très techniques, des manipulations très techniques qui ne sont pas non plus, je veux dire, les seules manipulations techniques qui existent. On peut avoir des imprévus sur le terrain. Aujourd'hui, un technicien dans les couloirs du métro qui repère une panne qu'il n'a pas vue en présentiel, il va pouvoir la filmer, la partager à sa communauté directement. Donc voilà, l'idée c'est de venir aussi augmenter ce présentiel au travers du social learning. Merci Antoine. Julien, je vous laisse la parole. Le premier social learning, c'est en classe. Hein. Mais alors comment on file cette notion de communauté apprenante ? Peut-être avant de répondre à cette question précise, je voudrais peut-être poser 2 éléments d'information qui semblent être de plus en plus vérifiés. C'est qu'en 2035, on aurait plus de 50 à 70% des métiers qui seront disponibles, qui n'existent pas aujourd'hui. Et donc il y a véritablement des enjeux de formation qui s'accélèrent, tout ça avec des éléments d'incertitude et de complexité qui caractérisent le monde dans lequel on est. Donc aujourd'hui, de manière quasi certaine, on sait que la plupart des métiers qui sont créés dans les 10 prochaines années, à l'horizon de 10 ans, n'existent pas aujourd'hui. Donc quand on est une école comme la nôtre, on se pose ces questions de comment est-ce qu'on va former ces futurs talents à des métiers qui n'existent pas encore. Et on est tout sauf devin, tout sauf voyant. Donc on est aussi face à cette complexité, à cette incertitude. Ce qui est certain, et ça aussi ça ressort d'un certain nombre d'études, aujourd'hui vous voyez beaucoup de choses publiées sur le Future of Work, c'est qu'il faut apprendre à apprendre. Et aujourd'hui, c'est véritablement une des qualités qu'on demande à nos managers, à nos cadres intermédiaires, à nos cadres dirigeants, c'est véritablement d'être toujours dans cette posture apprenante et apprendre à apprendre, c'est-à-dire se doter des bons réflexes, se doter des bonnes techniques, s'inscrire dans les bonnes communautés apprenantes pour être toujours de manière permanente dans cette logique d'apprentissage. Un deuxième élément d'information, c'est publié dans une étude OnePoint qui y a quelques jours sur Future of Work, où on nous dit qu'aujourd'hui, on est sur des volumes de formation en moyenne d'à peu près 30 minutes par semaine. Donc ça correspond vraiment à ce que vous disiez. En 2035, on sera sur des volumes de formation de l'ordre entre 2 heures et 2 heures et demie par jour, par personne. Et donc, comment est-ce qu'on va faire rentrer ça dans nos sociétés, dans nos organismes, dans nos modes de fonctionnement ? Eh ben, je pense que c'est en partie associé à ce que dit Antoine, à savoir des choses extrêmement diffuses, extrêmement variées, extrêmement peut-être parfois morcelées, qui font qu'on fait partie de plusieurs communautés apprenantes. On crée certaines, on participe à d'autres, mais on est toujours dans ce flux continu de recherche d'informations qui vont, au fil de l'eau, nous permettre de monter en compétence sur des sujets. Je suis prof d'intelligence artificielle, donc on est en permanence en train de se questionner sur ces logiques de modèles d'apprentissage. Aujourd'hui, un modèle d'apprentissage, c'est vraiment de passer son temps sur les forums et de regarder ce qui est fait, ce qui est dit, ce qui est écrit, ce qui est publié. Ça, c'est quelque chose qui est propre à une communauté. Maintenant, il va falloir créer d'autres réflexes, d'autres manières d'apprendre. Et il faut vraiment avoir en tête ces chiffres-là, parce que même si je ne pense pas qu'il faille s'arrêter précisément à ces chiffres-là, c'est vraiment des tendances très fortes. Et face à cela, il faut multiplier les couches d'apprentissage. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul et même modèle, mais c'est l'addition de toutes ces couches d'apprentissage qui va faire qu'on va pouvoir se former et évoluer vers les métiers de demain.
Merci Julien. Charles, rebondir là-dessus, puis j'ai reçu une question pour vous, donc j'en profiterai pour la glisser maintenant, sur la mesure de l'ancrage que vous avez évoqué tout à l'heure, puisque le chiffre était frappant, et ça rejoint ce que disait Julien à l'instant, donc je vous laisse l'insérer dans votre réponse, s'il vous plaît. En fait, c'est assez lié. Je voudrais réagir sur ce que disait Julien sur l'intelligence artificielle. Ouais. Moi, il y a pas mal d'années, je me suis intéressé à l'intelligence artificielle et je me suis dit, bon sang de bonsoir, à quel moment on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour former des commerciaux? Parce que finalement, l'intelligence artificielle est capable de traiter des millions de data en une fraction de seconde, mais il y a un truc que l'intelligence artificielle ne sait pas faire, c'est être humain. Et on a tous un point en commun, c'est qu'on est tous différents. Donc comment mettre des commerciaux face à l'intelligence artificielle qui, de mes convictions il y a quelques années, ne pouvait pas résolument être humaine? Et en fait, le problème, il était purement technique. On en parlait avec Jean-Roch avant cette intervention. Et il se trouve que se sont développés les simulateurs conversationnels. C'est quoi un simulateur conversationnel? Vous êtes face, alors soit à un avatar, soit à une personne, un être humain, que vous avez filmé, qui va réagir en fonction de ce que vous dites. Et le problème qu'on avait il y a encore quelques années, c'est qu'entre le moment où un commercial posait une question, ou sortait un argument, ou essayait de négocier tel ou tel point, et le moment où le client répondait, il pouvait s'écouler jusqu'à 7 secondes. Donc imaginez le comportement des participants. Ouais, bon, elle est sympa la machine, mais elle a le cerveau un petit peu lent quand même. Aujourd'hui, on est sur une fraction de seconde. C'est-à-dire qu'on arrive quasiment à reproduire à l'identique une conversation, une véritable conversation avec un client en face de vous qui réagit. Le gros travail, il est dans la construction. Cyril, qui est présent, travaille avec notre partenaire PitchBoy pour développer justement ces simulateurs conversationnels. Mais on parle de quoi en disant ça? L'émotion. Tu en parlais comme étant le premier ingrédient. L'émotion, c'est le messager de l'ancrage. Plus l'émotion est forte, plus l'ancrage va être fort. On multiplie par 4 avec les simulateurs conversationnels l'ancrage émotionnel. Et c'est comme ça qu'on arrive à un ancrage de savoir-faire de 60%, comme je citais tout à l'heure, en plus du tutorat, de l'accompagnement évoqué précédemment. Merci Charles. Jean-Roch, alors là, il y a plein de choses sur lesquelles vous pouvez rebondir. Peut-être aussi, Franck l'a abordé sur la dynamique d'internationalisation et de démocratisation des contenus que le digital permet, puisque je sais que c'est un de vos enjeux prioritaires chez Safran. Oui, le digital, il y a longtemps qu'il est très utilisé, en effet, pour pouvoir délivrer partout dans le monde. Il faut être, chez nous, très honnête. La crise, évidemment, a été un coach de transformation exceptionnel. Donc, on a beaucoup utilisé, on a, nous aussi, une plateforme de tête sur laquelle on a pu pousser toutes sortes de contenus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on les fabrique beaucoup en interne. Donc, il y a l'esprit d'un Safran, enseigne à Safran, qu'on pousse beaucoup. Il y a à peu près 6000 contenus, 2 tiers sont faits maison. Et le fait qu'on a remarqué vraiment, on le savait déjà, mais que le contenu parle le langage de l'entreprise, il est généralement mieux accepté et il attire davantage, donc il engage davantage, dans la mesure où il est moins en concurrence avec des contenus qu'on pourrait trouver gratuitement. Parce qu'on le sait, nos collègues se forment partout. On sait qu'on a plusieurs milliers d'employés qui ont l'abonnement à LinkedIn Premium, donc ils utilisent d'autres systèmes, et tant mieux. Et donc, en fait, on a vu que ces contenus, quand ils sont poussés intelligemment sur une plateforme mondiale et qu'on a intégré la stratégie entreprise à l'intérieur, on engage davantage que si on vient sur des capsules où on n'a pas de différenciant avec le contenu qu'on pourrait trouver ailleurs, tout simplement. Donc ça c'est un élément important. Et bien sûr, au départ, c'est d'abord asynchrone, parce que c'est quand même une solution de facilité. C'est plus difficile de faire de la formation synchrone partout dans le monde. Pour nous, c'est en ce moment. Le portail a d'abord été très asynchrone. Aujourd'hui, on déploie, et on était très en retard là-dessus, la classe virtuelle. Aujourd'hui, on a 400 personnes formées. Donc maintenant, le synchrone arrive partout dans le monde, mais il a mis du temps chez nous. Et on commence à travailler le synchrone face à face, qu'on veut garder évidemment aussi. Nous, notre perspective, c'est une perspective plurielle. On ne fera pas un tout digital. De toute façon, on l'a vu avec nos apprenants, on a vu un très gros effet de lassitude. Donc on vise plutôt la pluralité des approches. Et de toute façon, l'approche n'a d'intérêt que si elle vise une ambition pédagogique. Donc on sait qu'on peut faire beaucoup de choses avec le numérique, mais pas tout. Donc on vise plutôt la pluralité des approches. Simplement, pour aller mettre une session face à face à Dallas, il y a une marche logistique supplémentaire. Mais notre but, c'est de faire de la formation équitable partout dans le monde. Donc, en effet, c'est ce qu'on fait avec le numérique, mais en le complétant par l'installation de processus et de logistique qui nous ouvrent les portes du présentiel aussi partout.
Alors, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur Slido. Vous pouvez aussi les poser en vrai, bien sûr. N'hésitez pas à nous faire signe. Parfait, je vais prendre votre question. Et dans l'intervalle, parce que le simulateur a posé des questions, Jean-Roch, le temps qu'on vous amène un micro, je vous lance sur une question qui m'amuse. Est-ce que le masque de réalité virtuelle pose des problèmes de maux de tête ou de troubles visuels pour les apprenants ? Oui, c'est une très bonne question. En fait, il y a à peu près 2% de la population qui ne peut pas mettre le masque en ce qui concerne notre simulateur. Donc, on a prévu, là encore, une difficulté qu'il fallait avoir prévue. On a prévu un scénario de contournement pour les collègues qui ne peuvent pas tenir le masque. Donc, c'est-à-dire qu'on a une clé pédagogique prête à l'emploi si quelqu'un ne peut pas tenir le masque dans l'avion, et ça se comprend. C'est arrivé à plusieurs reprises, donc il faut Enfin voilà, tout ça, tout est à anticiper en fait, et donc on a un scénario alternatif sur le panneau de commandement pour quelqu'un qui ne peut pas supporter le masque, absolument. Ouais. Okay. Du coup, on va peut-être prendre la question. Oui, bonjour. Alors une question plutôt pour Safran et pour Alstom. On a beaucoup parlé de réalité immersive. Qu'en est-il de votre position et de vos approches sur la réalité augmentée, notamment pour les formations dites techniques? Vous en êtes où? Nous, dans les usines, c'est déjà très répandu. J'ai été scotché. Donc, on a des applicatifs qui permettent le contrôle des pièces. On rentre le modèle numérique, on superpose avec la pièce et on contrôle les pièces d'avion directement avec. C'est vraiment génial. Donc, toute une collection de modèles numériques dans les usines sur l'ensemble des pièces produites dans telle ou telle usine. Et ensuite, nos opérateurs utilisent ces logiciels-là pour contrôler les pièces plus rapidement qu'avant, quoi. Oui, c'est un sujet. Alors là, on parlait en effet, nous, que de réalité virtuelle dans les avions. Mais il y a aussi, bien sûr, tous les développements en cours sur la réalité augmentée. Ouais. De notre côté, on développe des usages en réalité augmentée, mais qui sont plutôt sur de l'assistance à distance ou de l'accompagnement à la maintenance. Beaucoup moins en formation en réalité, parce que le coût de design, c'est quand même assez élevé encore aujourd'hui en réalité augmentée. Et du coup, c'est difficile de varier les cas d'application, ça revient assez vite, assez cher. Tandis que s'il s'agit d'appliquer quelque chose à une action qui va être répétée très fréquemment, potentiellement par des opérateurs de maintenance, là c'est particulièrement utile et rentable. Et effectivement, c'est là où on trouve plus d'usage. Merci Franck. Il y avait une deuxième question sur le passage à l'échelle pour l'immersion par simulateur pour Safran. Donc je vous laisse répondre, Jean-Roch, à cette question-là. Passage à l'échelle au sens les sites où on pourrait le faire. Je suppose, okay. Si la personne veut la poser en vrai, bien sûr, elle peut. Oui. Alors en fait déjà, un point important, ces simulateurs ne sont pas achetés, ils sont loués à la demande pour une raison qui est que les simulateurs évoluent très très vite. Vous l'avez vu aussi avec le numérique. On parlait tout à l'heure d'obsolescence des compétences, mais il y a aussi obsolescence des approches. Donc le choix qu'on a fait, c'est plutôt, on a un partenaire, donc on peut les citer, c'est Jetfighter, qui fait évoluer en fait, je dirais, la partie matérielle et avec lesquels on a fait tout le travail de scénarisation. Donc on pose sur eux pour l'évolution des matériels, sachant que l'intérêt aussi de faire ça, c'est peut-être aussi de régulièrement apporter peut-être une certaine nouveauté dans le scénario pour éviter un effet lassitude. Si vous connaissez le diagramme de Kano, K-A-N-O, vous verrez qu'on passe souvent des fonctions nice to have à must have très très vite. On se lasse très vite, même de ce qui peut sembler un peu perpendiculaire, un peu révolutionnaire. Donc du coup, eux ont la charge du matériel et le font évoluer. On le loue à la demande, et c'est certain qu'en termes de passage à l'échelle, c'est beaucoup plus compliqué, puisque vous avez vu, c'est physique, donc il faut transporter les simulateurs. Aujourd'hui, on anime nos simulations sur les sites Safran, soit sur le campus de Massy-Palaiseau à Villegenis, soit au campus Fab, notre campus usine 4.0, où on a aussi nos sessions à base d'avions, et dans les sociétés, par exemple chez Safran Aircraft Engine, ils peuvent se déplacer. Évidemment, là où c'est plus difficile, c'est la barrière internationale, c'est-à-dire par exemple emmener les cockpits aux États-Unis à Dallas. Là, c'est une autre histoire. On fera plutôt des sessions internationales qui viennent participer quand ils le peuvent ou elles le peuvent sur les campus ou les lieux où on déploie actuellement les simulateurs. Alors, merci pour la dernière question, parce qu'en plus, elle va nous permettre de faire un wrap-up. Et puis, je vous donne aussi, pour celui qui a envie de se lancer sur la question quels sont les ingrédients clés d'un ancrage réussi, il y a un mot qu'on n'a pas beaucoup prononcé cet après-midi, et c'est peut-être pour Uspring 2023, mais c'est métavers. Et du coup, et Next, est-ce que vous avez dans les tuyaux tous là-dessus? Donc, qui veut se lancer?
Je reconnais que je te regarde, Franck. Sur les métavers ou les clés d'un ancrage réussi, les deux? Je vais faire métavers et puis sur l'ancrage, ok, Charles. Ouais, le métavers, bon, en fait, il en existe déjà beaucoup en réalité. Si on considère qu'un monde virtuel dans lequel on peut se retrouver avec des avatars, des personnes qui sont aux quatre coins du monde, c'est quelque chose qui fonctionne déjà très bien. Pour autant, ça fait l'objet d'investissements colossaux, et en particulier aux États-Unis et en Chine, qui sont quand même les leaders du sujet, et qui nous placent du coup dans une situation, nous, Européens, un peu difficile. Parce qu'il est très difficile, typiquement pour une entreprise aujourd'hui, de mettre en place des systèmes comme cela, tout en respectant les réglementations européennes en matière de données privées, gestion des données privées. Enfin, voilà, tout ça est quand même assez compliqué. Et j'étais ravi d'apprendre que notre président prenait ça à bras-le-corps en tant que président de l'Europe pour faire en sorte que le métavers européen serait un enjeu de souveraineté pour l'Europe. Et j'imagine que de gros investissements seront faits dans ce sens-là. Donc c'est ce que j'attends avec impatience, l'émergence de solutions européennes, françaises, préservant le droit et le respect des données dans nos entreprises et pour nos salariés. Appel aux entrepreneurs qui peuplent Uspring. Charles, sur l'ancrage réussi. On peut même essayer de répondre aux deux questions qui sont posées, parce que les deux sont liées. Déjà, un ancrage réussi, c'est un ancrage qui se mesure. Donc la clé se passe bien avant, c'est quelles sont les situations visées et comment je les matérialise. À notre humble niveau, en tant qu'organisme de formation, chez Mercury, nous, on mesure le taux d'engagement, le taux de satisfaction, le taux de complétion quand on parle de digital. Bon, il faudrait nous donner les clés du camion de la direction commerciale pour les mesurer concrètement ce qui est mis en pratique chez les clients et les résultats obtenus. Donc ça se fait à deux. Quand on parle de 60% d'ancrage réussi avec du digital, c'est une étude qui ne vient pas de chez nous, c'est une étude qui a été faite par Forbes sur plus de 4000 entreprises dans le monde. Nous, on le mesure chez les commerciaux parce que finalement, on travaille aussi sur ces clés d'ancrage. Encore une fois, la première chose, c'est qu'est-ce qu'on veut viser. Et pour y arriver, c'est quoi le chemin ? Alors à ce moment-là, c'est plus facile de le mesurer. Il y a 4 leviers qui me semblent inconditionnels pour un ancrage réussi. Le premier, c'est la personnalisation des contenus. Que vous soyez dans une formation présentielle, à distance, en digital, le contenu doit être mon environnement. Il y a un principe clé qui dit l'environnement est le premier vecteur du changement, on ne l'a pas inventé avec la crise sanitaire. Le deuxième, c'est, tu en as parlé, ce que j'appelle moi le super combo des outils. À chaque objectif pédagogique, il y a un outil différent. Est-ce que le digital est fait pour s'entraîner ? Peut-être. Est-ce que le présentiel est fait pour s'entraîner ? Peut-être. Je parlais d'architecte. Notre rôle, c'est bien de co-construire avec les clients le bon levier en fonction du bon objectif, en fonction d'une chose extrêmement importante, la maturité de l'apprenant et de l'entreprise. Le troisième levier, c'est cette hyper-personnalisation. On est tous différents, on apprend tous d'une manière différente. Quand je vous parle de digital, certains d'entre vous vont dire vidéo, d'autres vont dire peut-être podcast, d'autres vont dire essentiel à lire en 2 minutes. Qu'est-ce qu'on donne comme banque pluridisciplinaire en termes de contenu qui permet à chacun, non pas d'être obligé, mais d'avoir envie d'apprendre parce que ça correspond à sa manière. Et le dernier, c'est la facilitation. Moi, je dis toujours, quand on me dit, mais t'es formateur, je dis non, moi je suis un commercial en fait. Et c'est le point commun qu'on a chez Mercury. Tu en as parlé, quand on construit, on fait appel à des experts métiers. On ne peut pas avoir la prétention en tant qu'OF de connaître mieux le métier que le client lui-même, que l'apprenant lui-même. Donc la co-construction, le travail en partant des situations concrètes permet justement de créer ces learning experiences qui facilitent l'ancrage. Voilà les 4 leviers en résumé qui, de mon point de vue, génèrent l'ancrage réussi. J'ai peut-être un qui n'est pas le 5e, mais qui est une obligation, c'est l'implication managériale. Et oui, ça on peut toujours finir par ça. Pratiquement toutes les conférences. Mais tu as raison. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les 5 pour vos partages et vos expériences très complémentaires. C'était très riche. Merci à tous pour votre attention. Et on va enchaîner sur la session de clôture avec des questions-réponses. Merci à vous. Merci.